La pluie s'était mise à tomber comme si Paris retenait son souffle et avait soudainement décidé de pleurer. Amélie courait sans regarder les vitrines, les doigts crispés sur le sac où elle gardait son épaisseur de pourboire, la respiration courte, la jupe collée au corps. Sur le pont Alexandre II, le vent ramenait des éclats de la Seine, et elle aperçut, à moitié tournée vers la balustrade, une silhouette affaissée. Les passants glissaient, pressés. Un homme gisait sur le trottoir, un manteau sombre trempé, la tête inclinée dans une attitude qui n'appartenait qu'aux personnes qui avaient perdu le fil de l'instant. Amélie s'arrêta. L'instinct prit le pas sur la peur. Elle se pencha, posa une main sur l'épaule de l'homme, sentit sous ses doigts la rigidité d'un souffle irrégulier. Personne ne fit plus un pas vers eux. Quelques portables brillèrent comme des lucioles distantes. L'indifférence avait un goût salé, comme l'air après l'orage. Amélie retira son écharpe, enroula doucement la nuque de l'homme et dit d'une voix qui craquait « Restez avec moi, monsieur, ne vous en allez pas ». Musique, piano discret, accords suspendus, introduction émotionnelle. Si cette histoire vous touche, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, activez les notifications et laissez un j'aime. Cela aide à faire connaître des récits qui parlent de bonté et de travail. Musique, léger crescendo de cordes, transition vers la narration. Elle n'avait pas 29 ans, mais déjà le monde lui avait appris des horaires et des sacrifices. Née en Normandie, fille d'une boulangère qui avait transformé la farine en geste d'amour, Amélie gardait dans le pli de la paume l'odeur du beurre chaud et le souvenir d'une main qui lui montrait comment plier la pâte. Sa mère était morte quelques années plus tôt, la boutique avait fermé, les factures étaient restées. À Paris, elle travaillait au service d'un petit bistrot du 11e arrondissement, essuyant les tables, souriant à ceux qui n'avaient pas de raison de sourire, économisant pour des cours du soir en pâtisserie qu'elle réservait comme une promesse à sa propre vie. Elle aimait façonner les choses simples, découvrir la patience dans le temps de la cuisson, mesurer la joie d'un autre qui ferme les yeux en prenant une bouchée. Ce goût-là la maintenait. Mais ce jour-là, aider l'homme sur le pont fut pour elle presque une évidence, plus urgente que son emploi du temps. Elle aurait dû finir sa journée, faire les comptes, rendre la caisse. Au lieu de cela, elle avait appelé les secours, resté près de l'homme, parlé en phrases courtes pour le maintenir conscient. Quand l'ambulance partit enfin, elle se retrouva trempée, sentit que de caisse, en retard pour la fermeture. Au bistrot, Henri la regarda comme si la pluie elle-même avait servi à justifier une colère. On ne peut pas se permettre ce genre d'absence, Amélie. On paie pour la présence, pas pour les émotions du quai. Il prononça les mots avec la froideur d'un directeur qui connaissait mieux les chiffres que les circonstances. On lui remit une lettre, et sur le trottoir devant le bistrot, le monde sembla plus dur encore que la pluie. Le renvoi n'était pas inhabituel dans la vie des petits salariés, mais pour Amélie, il résonna comme une faute morale, alors qu'elle n'avait fait que ce que sa mère lui aurait dit de faire, tendre la main. Elle rentra chez elle, une petite chambre sous les toits, ouvrit un carnet poussiéreux où elle notait recettes et idées, croissants, pâtes sablées, montage de millefeuilles, et la tête lui tournait. Une dette de loyer qui grandissait, des appels qu'elle évitait, et au milieu de tout cela, un élan irréductible. La pâtisserie n'était pas seulement un rêve, c'était la mémoire d'une maison. La nouvelle du renvoi voyagea comme une tache d'huile dans son entourage modeste. C'était un fait banal, attendu, presque honteux. Pourtant, quelque chose dans la façon dont elle avait agi sur le pont commença à s'infiltrer dans des salons que sa vie n'aurait jamais dû toucher. L'homme qu'elle avait aidé n'était pas un inconnu ordinaire au cœur de Paris. Dans la semaine qui suivit, un message sobre, composé de quelques lignes polies et d'un numéro, apparut sur son portable. Elle regarda l'écran comme on regarde un seuil qu'on hésite à franchir. « M. Beaumont souhaite vous rencontrer. Si vous acceptez, contactez mon assistante pour convenir d'un lieu. S. Arnaud. » Le nom de famille dit peu à ceux qui ne passent pas leur journée à lire les pages financières, mais pour certains, il sonnait comme la promesse d'une autre vie. Beaumont, l'empire des technologies ménagères, la fondation qui finançait des écoles, des recherches, des œuvres caritatives. Amélie pensa d'abord à une erreur, puis elle repensa au manteau trempé, à la douceur surprenante de la main de cette âme quand elle l'avait amenée à rester. Elle alla au rendez-vous parce que la curiosité, parfois plus que l'espoir, pousse les gens au-delà de la prudence. Le bureau de M. Beaumont était une tour de verre qui regardait la scène comme un paratou. Lumière froide, mobilier minimaliste, un grand tableau abstrait pour qu'on ne sache pas trop ce qu'on regarde. Sophie Arnaud apparut, professionnelle, souriante, avec des yeux qui semblaient avoir appris à mesurer la bonté comme une variable à gérer.
Nous avons parlé au téléphone, dit-elle. Monsieur n'oublie pas ce que vous avez fait. Il aimerait vous entendre. Quand il entra, Étienne Beaumont fut d'abord une silhouette, grande, légèrement courbée comme un homme qui a longtemps porté des responsabilités. Ses cheveux, jamais complètement disciplinés, un regard qui n'aimait pas la complaisance, mais cherchait la vérité des gens. Il parlait peu, écoutait beaucoup. Les mots étaient choisis, comme s'il pesait les syllabes pour ne pas les gaspiller. « Vous étiez sur le pont, dit-il. » Sa voix n'était ni indifférente ni lyrique, simplement curieuse. Amélie répondit avec la même franchise qu'elle réservait au fourneau, sans phare, elle avait agi parce qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Il écouta et, lorsqu'elle mentionna sa mère boulangère, quelque chose comme un sourire passa. « Ma mère m'a appris la même chose, dit-il. On ne laisse pas quelqu'un s'effacer sans essayer. » La rencontre fut brève et pourtant lourde de possibles. Étienne proposa d'abord des gestes concrets et mesurés. Une aide financière pour les dettes à court terme, un stage dans l'atelier d'une fondation qu'il finançait, une recommandation pour des cours professionnels. Il était prudent, conscient de la distance entre leurs mondes, mais il n'était pas fermé à la fragilité humaine qu'Amélie avait incarnée. Elle refusa presque la première offre, trop habituée à recevoir de la charité comme on reçoit une assiette tiède. Elle voulait travailler, mériter chaque gramme de réussite. Il comprit. « Je n'offre pas d'aumône, dit-il. Je propose des portes si vous acceptez d'apprendre. » La transition fut lente et ponctuée d'embûches concrètes. Les mots stage et fondation ne suffisaient pas à effacer les regards sceptiques dans les cuisines étoilées où on ne tolère pas l'indiscipline. Julien Moreau, chef pâtissier de l'atelier subventionné, la regarda d'abord comme on examine une pâte mal levée, avec patience, puis avec une pointe d'exigence. « Le travail n'est pas une faveur, lui dit-il en lui tapotant l'épaule. Ici, on apprend à mesurer l'erreur et à la corriger. » Maurice Dubois, maître pâtissier au registre sévère mais juste, la faisait revenir sur ses gestes, corrigeait la posture de ses mains, sa façon de doser la crème, son rythme. Chaque matin, Amélie se présentait tôt, sentant sous ses doigts le marbre froid des plans de travail, apprenant à entendre la langue secrète des fourneaux, la respiration d'un four, le poids d'un moule. Son apprentissage fut aussi une reconquête d'elle-même. Les recettes de sa mère revenaient en filigrane, mais elle découvrit de nouvelles techniques qui exigeaient discipline et humilité. Les erreurs lui coûtaient du temps, parfois des larmes, mais elle l'ancrait, comme la pétrissure fait prendre une pâte. Sophie devint, au fil des semaines, une confidente qui la conseillait sur les codes du milieu. « Sois fière, lui disait-elle, sans être arrogante, sois précise, sans être froide. » Les gestes de la pâtisserie la transformaient. Ce qui auparavant n'était qu'un rêve intime commençait à prendre la forme concrète d'un projet. Pendant ce temps, la présence d'Étienne dans sa vie prit des contours complexes. Il n'était plus seulement l'homme sur le pont. Il venait parfois à l'atelier, observait sans intervenir, attrapait parfois un croissant encore chaud et posait des questions simples, comme pour entendre le monde à travers une oreille qui n'avait plus trop l'habitude des petites choses. Ils passèrent des heures à parler de leur solitude. La sienne, née d'une enfance marquée par l'absence d'un père et la rigidité d'une éducation axée sur la performance. La sienne, tissée autour d'une mère ambulante et d'une maison qui portait l'odeur du pain. Ils découvrirent des terrains communs inattendus, le respect du rythme, la valeur d'un travail bien fini, l'humilité devant ce que l'on ne maîtrise pas. Les échanges restèrent d'abord discrets, ponctués de gestes attentionnés. Un manteau prêté lors d'un matin gelé, un message pour lui rappeler de ne pas sauter un repas lorsqu'elle était absorbée par une fournée. La relation franchit pourtant une ligne que ni l'un ni l'autre ne s'était d'abord tracée. L'affection se fit lente et consentante, comme une bonne pâte qui monte sous un couvercle. Ils parlèrent longuement de l'éthique de leur situation, la différence de statut, le regard des autres, le risque de paraître intéressé. Étienne fut le premier à poser la règle. Si quelque chose devait naître d'eux, il serait public et transparent. Il s'engagea à modifier les structures qui pouvaient créer un conflit d'intérêts et à s'assurer qu'Amélie ne dépendrait pas de son nom pour progresser. Elle demanda des garanties, non par défi, mais pour protéger son intégrité. Ils négocièrent un espace sûr pour leur histoire. Il la soutiendrait financièrement pour ses dettes et lui offrirait un stage élargi, mais sans hiérarchie directe. Ils annonceraient leur relation avec clarté, prêts à subir les jugements plutôt que de vivre dans l'ombre. Pour un moment, semble-t-il, leur promesse semblait solide. La presse, d'abord silencieuse sur un amour naissant au sommet d'une tour de verre, finit par s'éveiller. Une photo volée d'eux quittant l'atelier circula, accompagnée de rumeurs chuchotées qui grandissaient comme une pâte mal contrôlée.
Les réseaux, ces salons bruyants où l'on crie sans toujours écouter, commencèrent à poser des questions. Étienne fut accusé de népotisme par quelques commentateurs. Amélie fut traitée tantôt en ingénue, tantôt en opportuniste. Les articles s'alignèrent, parfois mesquins. Ils ne furent pas la lumière. Étienne fit ce qu'il avait promis. Il demanda un audit interne, changea la responsabilité d'Amélie pour la mettre sous la tutelle d'un chef indépendant et publia une déclaration sobre et directe depuis le siège. Il assumait la relation, expliquait les mesures prises et rappelait son engagement pour la transparence. Mais le geste ne calma pas toutes les voix. Certains vinrent avec des accusations visant à disqualifier sa parole. D'autres cherchèrent à amplifier la faute d'Amélie en racontant qu'une simple compassion sur un pont n'était qu'un calcul masqué. La petite femme qui savait doser le sucre se retrouva exposée à la vindicte publique, et la matérialité de son travail, jusque-là source d'orgueil intime, fut transformée en outil d'accusation. On évaluait désormais chaque geste selon qu'il servait un plan ou un cœur. Amélie ressentit la morsure de ses regards. Les clients de l'atelier se firent rares, certains fournisseurs hésitèrent, et la fondation, soucieuse de son image, consulta des conseillers juridiques. Le soir, elle rentrait chez elle avec la tête lourde, se demandant si la gentillesse avait été une faute. Étienne, lui, ne recula pas. Il organisa une conférence de presse où, devant des micros et des voix cherchant à titrer, il parla d'une chose simple. Elle a tendu la main quand il le fallait. Il parla ensuite d'engagement, de responsabilité et de mesures concrètes pour garantir l'intégrité professionnelle. Sa voix fut ferme, sans ostentation. Beaucoup y virent alors moins un triomphe que la volonté d'un homme de réparer, non pour se disculper, mais pour affirmer une valeur. La bataille médiatique laissa des traces. Amélie dit affronter des rencontres où l'on lui rappelait sa faute supposée, des clients qui questionnaient sa compétence avant même d'avoir goûté une viennoiserie. Mais elle trouva aussi des soutiens inattendus. Sophie, fidèle, qui passa des heures à répondre aux messages de haine avec des mots clairs et pondérés. Julien et Maurice, qui restèrent à ses côtés en exigeant qu'on juge son travail et non sa vie privée. Les assises de sa réputation se reformèrent peu à peu, non par magie, mais par constance. Elle travaillait plus dur, perfectionnait une tarte, donnait des démonstrations gratuites, prenait des cours supplémentaires. Chacun de ses gestes fonctionnait comme un petit pansement sur une plaie exposée. Au-delà de la tourmente, une autre bataille se jouait. Trouver sa place entre gratitude et autonomie. Aimer sans se perdre, exercer son talent sans qu'il soit réduit à une caution sentimentale. Amélie apprit à dire non quand il le fallait, à accepter l'aide quand elle était sincère, à négocier son avenir avec clarté. Étienne, de son côté, apprit à écouter non seulement ses désirs, mais les conséquences publiques de ses choix, à lâcher des prérogatives pour préserver ce qui était plus important qu'une image, la personne qu'il aimait. La vie continua avec ses petites victoires. Amélie finit par obtenir un local modeste dans le Marais, un lieu qu'elle choisit pour sa proximité avec les passants et la chaleur des pierres. Ils l'appelèrent ensemble la Petite Étoile, un hommage discret à sa mère et un signe d'espérance. L'ouverture demanda des sacrifices. Heures sans sommeil, dettes, paperasserie, des compromis sur le mobilier, des fournisseurs à convaincre. Julien accepta de la parrainer pour une soirée d'inauguration. Maurice fit une tarte en guise de bénédiction. Le premier matin d'ouverture, la boulangerie dégagea une odeur de beurre et de caramel. Les clients entrèrent, certains sceptiques, d'autres curieux, et la file prit forme comme un rituel. Amélie sentit, à chaque sourire récompensé, la solidité d'une vie bâtie à force de travail. Pourtant, tout n'était pas résolu. Les cicatrices du scandale restaient visibles dans certains regards. La réconciliation familiale d'Étienne prit du temps, entre conversations tendues et rendez-vous chez Catherine, sa tante, qui conservait la vieille rigueur d'une famille pour qui la réputation était une forteresse. Les deux apprirent à se tenir la main dans des pièces pleines d'histoire, à expliquer, à écouter, à laisser les gestes faire la paix. La route vers l'acceptation fut longue, mais chaque repas partagé, chaque visite à la tombe de la mère d'Amélie, chaque fou rire dans l'atelier pesait plus que n'importe quelle chronique. Un soir, quelques années après le pont, sous une lumière tiède qui tombait comme un sucre-glace délicat sur les toits de Paris, Étienne demanda à Amélie de l'épouser. Ce ne fut pas une annonce publique, mais un moment simple. Une bague modeste, la promesse d'une vie partagée.
Ils décidèrent d'un mariage intime, loin de la frénésie médiatique, entourés de ceux qui avaient été présents lors des jours d'ombre et de lumière. La cérémonie eut lieu près du pont. Sur la rambarde, ils firent apposer une petite plaque, discrète, où figuraient quelques mots choisis, pour ceux qui tendent la main. Musique, corde chaleureuse, apaisement. La pâtisserie prospéra, non par miracle, mais par la qualité, par la fidélité d'une clientèle qui avait appris à reconnaître la sincérité d'une main qui pétrit avec amour. Amélie forma d'autres jeunes, transmettant avec patience les gestes que sa mère lui avait légués et les techniques que Julien et Maurice lui avaient enseignées. Son œuvre devint un lieu de partage, un point d'ancrage dans le quartier où l'on venait autant pour le sourire que pour la tarte au citron meringuée. La petite étoile fut aussi un espace d'emploi local, un geste concret de réparation sociale. Elle distribua des stages, créa des emplois pour des personnes qui, comme elle autrefois, avaient besoin d'une porte. La vie, toutefois, continua de montrer ses caprices. Un dimanche matin, alors que la boutique sentait la brioche encore chaude, Amélie sentit le poids d'une fatigue différente. Elle était enceinte. L'annonce fut accueillie par des larmes et des rires, non pas d'une joie théâtrale, mais de celle qui sait qu'un enfant porte des possibles et des peurs. Ils décidèrent d'appeler leur fille Léa, un nom simple, comme une offrande. La grossesse fut racontée avec délicatesse et réalité. Des moments de vertige, des nuits courtes, des petites joies quotidiennes. Amélie apprit à ralentir, à déléguer, à faire confiance à son équipe. Le jour de la naissance, entourée d'une intimité proto-familiale, elle sentit se refermer un cycle qui avait commencé sous la pluie. Dans la chambre d'hôpital, la douleur fut présente mais contenue. L'arrivée de la petite fut un éclat qui rendit la lumière plus claire. Étienne, serrant sa main, sembla avoir trouvé un apaisement que l'argent n'avait jamais pu acheter, la certitude d'un foyer. Ils rentrèrent vers la pâtisserie, vers cette vie qu'ils avaient bâtie détail par détail, comme on assemble une tarte. Musique, silence, puis notes légères d'espoir. Le pont resta, pour Amélie, un lieu sacré. Parfois, tôt le matin, elle y allait avec Léa dans ses bras et regardait la scène, ces eaux qui poursuivaient leur course sans juger. La plaque sur la rambarde avait patiné doucement. Les mots n'avaient pas la prétention de changer le monde entier, mais ils faisaient office de rappel. Une main tendue peut modifier le destin d'une personne. Dans les conversations du quartier, on racontait son histoire comme un exemple, non pas d'une voie facile vers la réussite, mais d'une chaîne de petits choix où la compassion avait été l'étincelle. Les années qui suivirent furent celles d'une stabilité construite. Amélie trouva l'équilibre entre direction, création et maternité. Étienne investit dans des projets sociaux, souvent discrets, préférant l'impact réel au discours. Leur famille s'agrandit par les fidélités tissées, Sophie toujours proche, Julien visitant pour goûter les nouvelles créations, Maurice venant parfois donner un conseil. La petite étoile devint un repère, une adresse qu'on mentionnait avec chaleur. Et s'il restait des voix pour critiquer le passé ou questionner le destin, elles perdaient peu à peu leur intensité face à la pérennité d'un travail honnête. Un soir d'automne, lors du 10e anniversaire de l'ouverture, ils tinrent une petite fête. On inaugura une nouvelle vitrine, on offrit des pâtisseries à des associations locales, et Amélie, en regardant les visages, songea à la pluie sur le pont, au moment où elle avait choisi d'aider plutôt que de poursuivre sa course. Elle comprit que la bonté ne garantissait rien, mais qu'elle ouvrait des portes, parfois difficiles, parfois hantées de complications, vers une réparation possible. La plaque sur le pont avait pris une patine. Les étoiles, dans le nom de la boutique, brillaient autrement. Non comme promesse immédiate, mais comme repère fidèle. Si la vie d'Amélie montrait quelque chose, c'était la valeur du travail, de l'intégrité et de la compassion quand elles se conjuguent. Sa réussite n'était pas un cadeau tombé d'en haut, mais le fruit d'un apprentissage, d'un courage quotidien et de l'aide de personnes qui avaient choisi d'agir avec responsabilité. Il n'effaçait pas les blessures du public, mais construisait autour d'elle un espace où l'on pouvait apprendre à être meilleur. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire pour partager ce qui vous a ému. Un simple like aide ces récits à trouver d'autres oreilles qui en ont besoin. Les saisons continuèrent de se succéder avec leur lot de rituels et d'imprévus. Léa grandit au rythme des fournées. D'abord un bébé bercé par les soupirs de la pâte, puis une fillette qui revenait de l'école les doigts poudrés de farine, qui s'asseyait au bout du comptoir pour écouter les récits des habitués.
Elle connaissait déjà le pas calme de Maurice, le rire de Sophie, les silences attentifs d'Étienne. Elle savait, sans que personne le proclame, que la boutique était à la fois un atelier, une maison et un petit refuge public. À la maison, les conversations changeaient. Léa posait des questions dont l'évidence laissait Amélie parfois sans voix. « Pourquoi as-tu arrêté de courir sur le pont, maman ?» ou « Est-ce que tu regrettes quelque chose ?» Amélie répondait honnêtement, choisissant la simplicité plutôt que l'éloquence. Elle racontait l'hiver de sa vingtaine d'ans, la pluie, la main qu'elle avait prise sans grand discours et ce qui en avait découlé. Des nuits difficiles, des choix qui pèsent, des portes ouvertes. Léa buvait ses récits comme on boit un chocolat chaud, comprenant peu à peu que les gestes héroïques ne sont jamais nés d'un seul instant, mais d'une série de gestes plus petits et parfois contradictoires. Le quartier changea lentement. De nouveaux commerces s'installèrent, des immeubles furent rénovés, les rendez-vous du matin se modifièrent. Certains clients d'autrefois disparurent, d'autres apparurent, curieux de goûter la fameuse tarte à la rhubarbe qui avait traversé les saisons. La Petite Étoile devint, pour beaucoup, une adresse où l'on venait non seulement pour manger, mais pour être entendu. Amélie et Étienne multiplièrent les projets. Parfois des ateliers pour adolescents, parfois des partenariats avec des associations locales. Des choses discrètes, faites sans tambour, qui tenaient à l'intérieur de leur logique quotidienne. Un hiver, la ville connut une pluie glaciale qui mit la Seine en colère pendant plusieurs jours. Les quais furent partiellement inondés et par malchance, la réserve de farine située dans la cave attenante à la boutique fut touchée. Ce fut un matin d'effroi, étagères renversées, sacs gondolés, l'odeur fade de la farine humide. Pour la première fois depuis longtemps, Amélie sentit monter une peur qui n'était pas seulement professionnelle, celle d'un projet qui vacille. Les assurances, les remises en état, les factures, la réalité matérielle frappa fort. Mais la rue avait retenu des leçons. Les voisins arrivèrent avec des couvertures, des gants, une énergie pratique. Julien passa la journée à décharger des caisses. Sophie coordonna des titres de recettes improvisés pour vendre au profit des réparations. Maurice apporta son humour pour alléger la fatigue. Les anciens stagiaires, devenus désormais pâtissiers ailleurs, envoyèrent leurs mains et leur temps. Étienne, qui avait l'habitude de travailler en coulisses, prit la parole et organisa une collecte discrète parmi ses partenaires. Les clients, ceux qui avaient l'habitude d'acheter un croissant tous les matins, revinrent, non seulement pour soutenir le commerce, mais pour montrer qu'un lieu qui a pris soin d'eux ne resterait pas seul. Pendant ces jours de réparation, Léa observa sa mère. Elle vit combien Amélie savait accepter l'aide et comment elle distribuait elle-même les tâches sans céder à la culpabilité. Elle vit aussi la fatigue qu'on ne peut masquer à un enfant qui veille tard pour aider à trier le matériel. Cette image façonna quelque chose chez Léa, l'idée que la faiblesse partagée peut devenir force collective. Le rétablissement prit son temps. Ils remballèrent les sacs, séchèrent les plaques, recommencèrent le geste simple de pétrir. La boutique retrouva ses battements, la porte qui claque, le carillon, les regards échangés. Mais l'incident laissa une marque. Amélie, qui aimait s'enorgueillir d'une routine robuste, comprit qu'on ne pouvait plus agir seule. Elle renforça les liens avec les structures du quartier, organisa des ateliers de conservation des aliments et mit en place un petit fonds d'urgence financé par des ventes spéciales où une part des recettes allait à la solidarité locale. Les années continuèrent, rythmées par des joies simples et des menus combats. Léa, désormais adolescente, s'éloigna parfois du fourneau pour s'ouvrir aux idées nouvelles. Écologie, action citoyenne, débats serrés avec des amis sur l'éthique du commerce et de la consommation. Il y eut des tensions, comme dans toute famille où les idéaux se télescopent. Léa reprochant parfois la lenteur des changements, Amélie répondant que le temps transforme les choses plus sûrement que les condamnations. Mais ces disputes n'éloignèrent pas l'affection, elles la purifièrent. Elles forcèrent chacun à expliquer ses motifs, à écouter l'autre sans se barricader. Un événement plus grave acheva par balayer la quiétude. Maurice tomba malade. Ce fut progressif, d'abord en souffle court, puis une fatigue qui ne passait pas. Il refusa longtemps de se rendre à l'hôpital, préférant les bancs du parc et les conversations avec les clients. Quand enfin il se laissa prendre en charge, la nouvelle se répandit dans le quartier comme une brume triste. On vit alors, à l'extérieur de la boutique, le véritable poids des années partagées. Une file d'hommages, des témoins qui parlaient des conseils qu'il avait donnés, des loquets de porte qu'il avait réparés, des mots qu'il avait dits aux solitaires qui passaient. Les funérailles furent sobres, près du vieux cimetière.
avec un cortège de voix qui hésitait entre le rire et les larmes. Amélie prit la parole au nom de la boutique. Elle parla de la constance de Maurice, de son goût pour les petites réparations, de son habileté à faire recoller une poignée cassée comme on recoudrait une amitié. Dans la foule, Étienne tenait la main d'Amélie, Léa tenait celle de son père. Sophie, le visage ruisselant, murmurait des recettes comme des prières. La disparition de Maurice installa un silence lourd, mais il y avait aussi la reconnaissance d'avoir été aimé par un homme simple et entier. Après les obsèques, la boutique se transforma encore une fois en lieu de mémoire. Les clients déposèrent des notes, des photos prises à la hâte, des petits objets qui rappelaient un trait de caractère. Amélie pensa alors au pont, à la plaque qui avait patiné et à ce que signifie garder les traces. Elle invita Léa à l'accompagner. Sur le chemin, elles parlèrent peu, et quand elles parlèrent, ce furent des mots nécessaires. Comment se tenir disponible sans se perdre? Comment transformer la douleur en engagement? Au pont, la plaque brillait d'une patine nouvelle. Léa toucha les lettres, comme pour vérifier qu'elles étaient bien réelles. « Tu ne t'es jamais demandé, » dit Léa en regardant l'eau, « si elle aurait voulu tout ça ?» Amélie sourit et répondit avec la franchise qui la caractérisait. « Je ne sais pas, mais je crois qu'elle aurait voulu qu'on fasse quelque chose avec ce qui nous a été donné. Pas pour paraître meilleur, mais pour être utile. » Léa réfléchit. Puis, sans grande cérémonie, sortit un petit carnet de son sac et y écrivit une phrase que sa mère ne vit pas tout de suite. Elle y ajouta un dessin naïf, une étoile et un pont. Elles restèrent là jusqu'au crépuscule, regardant la scène poursuivre son chemin, indifférentes à leurs histoires, mais capables de les emporter vers d'autres confidences. Dans les mois qui suivirent, la boutique continua son métier principal, faire du pain, des tartes, des viennoiseries. Et son métier secondaire, sans lequel elle n'aurait sans doute pas résisté, écouter. De nouveaux visages vinrent, porteurs de nouvelles demandes. Certains proposèrent des collaborations, d'autres apportèrent des désirs simples, comme des ateliers pour apprendre à faire du pain. Léa s'engagea timidement dans ses projets, mêlant son sens de la justice aux gestes précis que sa mère lui avait transmis. La vie, comme toujours, trouvait des moyens de surprendre en douceur. Et pourtant, l'essentiel restait le même. Une main tendue, une main acceptée, une chaîne d'actions minuscules qui, mises bout à bout, faisait une autre forme de richesse. Les anciens choix d'Amélie, ceux du pont, ceux de la boutique, ceux des nuits blanches, se révélaient moins comme des exploits uniques que comme une série d'ouvertures successives. Elle avait appris à ménager l'espoir et la prudence, à laisser de la place à l'imprévu et à s'appuyer sur ceux qui, parfois sans le dire, la soutenaient. Et pendant que la ville continuait à se réinventer alentour, la petite étoile demeurait ce qu'elle avait toujours été, un lieu où la lumière n'était pas spectaculaire mais insistante, un point d'attache qui, à la façon d'une étoile, aidait à se repérer. Le matin où le four tomba en panne, le froid sembla traverser la boutique comme une main. On n'entendit d'abord qu'un silence étrange, ni le sifflement lointain du tram, ni les pas pressés sur le trottoir, seulement l'air qui refusait de se réchauffer. Amélie, arrivée avant l'aube comme à son habitude, mit la main sur la porte du four et fit une moue concentrée. Le volet s'était abaissé d'un cran, une lueur timide s'échappait du bandeau des commandes, puis plus rien. « Ce n'est pas le moment », souffla Léa en entrant avec son sac, sentant déjà l'échec d'une fournée à préparer pour l'école voisine. Étienne, qui passait souvent avant d'aller au bureau, poussa la porte à son tour. Il avait encore dans les yeux la fatigue de la veille, mais quand on parle d'un four en panne, on apprend vite à se rendre disponible. Sophie arriva ensuite, comme une réponse humaine aux besoins. Elle tenait une boîte de gâteaux pour la dégustation d'après-midi et serra les mâchoires en voyant la scène. Maurice savait tout réparer, dit Sophie sans colère, seulement avec une brevité qui contenait la peine. Il saurait quoi faire. Amélie haussa les épaules. Maurice savait comment calmer les choses, pas les empêcher d'arriver. Elle tapota le four, murmura quelque chose comme une adresse à un ami et buta sur sa propre voix, parce qu'on ne peut pas télécommander un passé. Ils essayèrent les gestes familiers, couper l'alimentation, vérifier les fusibles, examiner le panneau. Les manettes répondaient par des cliquetis secs, comme si chacune s'excusait de ne plus être utile. Lundi matin, cela signifiait des commandes impossibles, des croissants trop tardifs, des visages déçus aux pauses café.
Les clients affluèrent, certains intrigués, d'autres pris d'une sympathie inquiète. Le quartier sentait l'urgence, mais c'était une urgence douce, faite de petits regards et de propositions timides. « Je peux aller voir un électricien », proposa une dame âgée qui venait chaque semaine acheter une baguette et des nouvelles. « Mon fils connaît quelqu'un, il a toujours réparé les vieilles choses, vous savez. » « Et moi, je peux annuler ma commande, dit un jeune homme avec un sourire embarrassé. « Vous me dépannez la semaine prochaine. » Au milieu de ces offres, un soir venu, un garçon qui ne venait jamais se tint devant la vitrine. On l'avait vu parfois sur un banc, mains enfouies dans les poches, regardant la boutique comme on regarde une île. Il s'appelait Malik. Il avait appris à connaître les heures d'ouverture, il apportait parfois du pain dur pour les oiseaux, et il avait salué Maurice d'une façon respectueuse qui dépassait les mots. Ce soir-là, il entra sans frapper. « J'entends que le four est cassé, » dit-il d'une voix posée. « Je travaille dans une menuiserie, mais mon grand-père était mécanicien, je peux regarder. » La proposition eut quelque chose d'évident. Amélie hésita, puis accepta. Laisser un jeune inconnu toucher au cœur de la boutique, le four, demandait de la foi, une foi qui n'était pas religieuse, juste pratique. Pendant qu'il s'affairait, les gestes de Malik étaient précis, presque respectueux, comme s'il touchait à une chose sacrée. Il retourna des plans usés, trouva une pièce fatiguée, resserra, fit des essais. À la fin de la matinée, une rumeur de chaleur parcourut la pièce. La cuisson reprenait. Le four, comme réveillé, rendit un souffle pardonnant et la boutique exhala une odeur de pâte brune et d'encaustique. Les jours suivants, la rumeur de la réparation se transforma en récit. Les voisins amenèrent à la boutique des outils oubliés, des lampes à huile, des pièces qu'ils gardaient au cas où. On répara ensemble, on apprit à réparer ensemble. C'était comme si la boutique, par ce petit accident, conseillait une manière de se tenir les uns aux autres. Léa, qui jusque-là avait joué le rôle mesuré, se surprit à coordonner les emplois du temps, à tenir une liste et à noter les noms des personnes qui proposaient leur aide. On était loin d'une gestion parfaite, il y avait des chevauchements, des confusions, mais il y avait aussi des mains prêtes à être tendues. Peu à peu, l'idée qui avait germé dans le carnet de Léa prit une forme plus concrète. Un samedi après-midi, elle accrocha à la porte un petit panneau écrit à la craie « Atelier du lundi soir, réparation et récit ». L'autorisation n'avait demandé que son courage. Elle proposa d'apprendre à d'autres ce que Maurice avait fait en silence, recoller, recoudre, remplacer un élément cassé, mais aussi raconter l'histoire qui accompagnait chaque objet. C'était le principe simple que Maurice incarnait, réparer l'utile et l'affectif en même temps. Le premier atelier attira une douzaine de personnes. Il y avait une jeune mère avec un bavoir déchiré, un retraité qui apportait une montre brisée, 2 étudiants, une couturière à la retraite qui expliqua comment recoudre un bouton sans que la pièce ne porte trace. Et Malik, bien sûr, qui résuma en gestes les notions de base pour redonner vie à un moteur usé. Sophie arriva avec une théière et des biscuits, Étienne s'installa près de l'établi improvisé et écouta. Amélie, qui avait promis de ne pas tout dicter, resta à l'écart pour observer. Elle regarda Léa, qui parlait en montrant, plus sûre d'elle que la semaine précédente. Et elle sentit, avec une clarté douce, que leur boutique s'était transformée en quelque chose qui n'était plus seulement commerce, un lieu de passage et de partage. Les ateliers eurent leur propre rythme. Parfois, une séance se terminait par une anecdote que personne n'avait prévue. La mémoire d'un monsieur d'à côté racontant comment il avait appris à chimiser une poignée de porte avec son père, ou la chanson bricolée que Maurice fredonnait quand il ajustait une charnière. D'autres fois, on terminait au silence, chacun absorbant la concentration du geste. Les enfants, attirés par l'activité manuelle, collaient des pièces avec des doigts pâteux, tandis que des adolescents, hésitant au début, revenaient par curiosité et se trouvaient indispensables. Ce qui prit de l'ampleur, ce fut le lien entre ces ateliers et le travail quotidien de la boutique. On apportait désormais des commandes différentes. Des pains partagés pour les réunions, des tartes offertes à ceux qui avaient aidé, des pâtisseries vendues au prix libre pour permettre à ceux qui avaient moins d'argent de venir. La petite étoile devint un peu plus que le nom inscrit sur la vitrine. C'était un réseau de petites attentions. Amélie, prudente dans ses dépenses d'autrefois, apprit à laisser circuler des choses qui n'avaient pas de calcul immédiat, mais qui rapportaient une richesse plus subtile. Un soir d'automne, alors que le ciel prenait des teintes de cuivre, Léa trouva, coincée derrière une caisse enregistreuse qui n'avait pas été déplacée depuis des années, une petite boîte de métal. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur, sur un fond de velours défraîchi, il y avait 2 choses.
Une photo fanée de Maurice, jeune, debout sur un quai de gare, et une lettre pliée, écrite d'une main ronde. La photo le montrait souriant, avec un sac sur l'épaule, un air d'aller. Il ressemblait à quelqu'un prêt à partir en voyage, pas à l'homme qui avait choisi la permanence d'une boutique. La lettre était brève. Maurice y parlait d'un projet qu'il n'avait jamais mis en mots devant eux. Offrir, un jour, un repas à ceux qui avaient faim, à la façon d'une table où personne ne serait jugé. Il disait aussi qu'il aimait réparer, parce que réparer, c'est croire que les choses valent d'être gardées. Il concluait par une phrase étonnamment humble « Si je ne peux le faire, que ceux qui restent fassent en sorte que la table soit posée ». Léa lut la lettre à voix haute. Chacun écouta, muet, comme si la boutique retenait son souffle en hommage. La lettre fit tomber un voile léger. On comprit que Maurice, même dans la simplicité de ses gestes, avait nourri un projet d'hospitalité. Il n'avait pas tout avoué, mais il avait semé l'idée d'une table. Amélie ne craqua pas, mais ses yeux s'humidifièrent. « Il aurait aimé savoir que vous lisiez ça, dit-elle. Il aurait ri d'être trouvé sur le tard. » Ce fut l'origine d'une nouvelle initiative, un repas mensuel, ouvert à tous. Ils l'appelèrent d'abord le repas des solitaires. Puis, sur une table d'ardoise, Léa écrivit plus simplement « la table ». L'idée était modeste, une grande table, des plats faits maison, des parts offertes à ceux qui ne pouvaient payer. Les ingrédients vinrent de donations, d'un producteur qui laissait des caisses à prix réduit, d'un maraîcher à la sortie du marché qui cédait des légumes tombés sous le vent. Les bénévoles vinrent des ateliers, des clients fidèles et des jeunes qui cherchaient un sens à leur soirée. La première table se tint par une soirée claire, peu après la Toussaint. Ils installèrent des guirlandes, des nappes récupérées, des bougies. Amélie mit la main à la pâte, Sophie préparait des tartes salées avec une concentration douce. Étienne, discret, organisa les bancs. Léa, qui avait dessiné l'affiche, surveillait que tout soit accueillant. Malik pesa la photo de Maurice au bout de la table comme un témoin silencieux. Les personnes arrivèrent avec des hésitations, des sourires, des gestes qui cherchaient leur place. Il y eut des silences, des éclats de rire, des larmes discrètes. On échangea des recettes, des adresses, des noms. Une jeune femme expliqua comment elle savait que le four s'était réparé parce qu'une odeur l'avait tiré de son travail et qu'elle ne savait comment remercier. On proposa de revenir préparer le lendemain du pain pour la table. Un homme, qui n'avait pas parlé depuis l'arrivée, effleura la photo de Maurice et murmura « Il m'a remis mon passe-partout une fois ». La table n'était pas une solution aux grandes détresses du monde, mais elle prit la forme d'une précaution humaine. Elle organisa des rencontres, attira des regards, créa des liens entre voisins qui jusque-là se croisaient sans jamais parler. Et chaque fois qu'une main apportait un plat, on entendait quelque part la voix de Maurice, ou du moins ce que chacun imaginait être sa manière d'approuver, un petit hochement, une acceptation tranquille du partage. Avec le temps, la boutique connut aussi des visites plus inattendues. Un professeur de lycée amena ses élèves pour des ateliers d'écriture. « Parlez de la façon dont un objet se replie sur votre vie », proposa-t-il. Un photographe amateur fit une série de portraits des visages du quartier, exposés un mois durant sur un mur intérieur. Les enfants inventèrent des histoires autour de la petite étoile, où la boutique devenait un phare. Ce qui était important, c'était moins la nouveauté que la répétition. Les mêmes rencontres, les mêmes gestes qui finissaient par tisser une trame où chacun avait une place. Amélie, qui avait vu son commerce menacé d'ouvrir ou de fermer 1000 fois, se trouvait désormais à un point où elle pouvait envisager autre chose qu'un simple équilibre financier. Elle nota les comptes, bien sûr, la boutique devait subsister. Mais chaque fois qu'un jeune proposait d'apprendre un geste ou qu'une dame offrait une vieille nappe, Amélie sentait la boutique respirer autrement, ouverte à des possibilités qui n'entraient pas dans un tableau budgétaire. Un vendredi, alors que la nuit pesante enveloppait déjà la rue, Léa monta sur un escabeau et accrocha le petit dessin d'étoile qu'elle avait griffonné lors de la visite au pont. Elle l'ancra près de la photo de Maurice, comme si ces deux symboles, la plaque patinée et le gribouillis d'une fille, pouvaient se tenir face à un avenir. Amélie la regarda, et sans mots, elles échangèrent une sorte de promesse, continuer, doucement, à élargir ce qui avait été commencé. La ville autour d'elle continuait sa course, avec ses chantiers, ses réouvertures, ses modes qui passaient. Mais la petite étoile, dans son coin, choisissait l'obstination d'une lumière qui ne tente pas d'aveugler. Elle invitait à la précision d'un geste, à l'écoute d'une histoire. Et, dans cette insistance, on trouvait la manière dont on peut rester ensemble, par des actes répétés, par des repas partagés, par des mains qui refont ce qui était cassé.
La nuit s'étira, la boutique sommeilla, et sur le comptoir, près de la caisse, la petite boîte de métal attendait. À l'intérieur, la lettre de Maurice semblait plus claire qu'au matin. Léa posa la main dessus, puis la retira comme si elle craignait de la garder trop possessivement. « On ouvrira une fois par an », souffla-t-elle, plus à elle-même qu'aux autres. « On relira ces mots, on le laissera nous rappeler la table. » Amélie sourit, puis se leva pour étendre la lampe au-dessus du four encore chaud. « Demain, dit-elle, on fera des croissants, et lundi, atelier, et ensuite, on verra. » C'étaient des pas précis, la façon la plus honnête de répondre à l'héritage, garder le rythme des petits gestes. Dehors, la scène continuait sa course, comme toujours, indifférente, et pourtant elle portait les reflets d'un pont et d'une étoile. Le bruit des verres qui s'échangent, les voix lointaines d'une rue en fête, la promesse d'un nouveau week-end remplirent le silence. La boutique, fidèle à elle-même, se remit à respirer, prête à accueillir d'autres histoires, d'autres mains, d'autres réparations. Le cœur de la maison battait lentement, avec la certitude que le geste de réparer, qu'il s'agisse d'un four, d'une nappe, d'un cœur, se renaîtrait chaque fois qu'on le poserait. Et, quelque part, vers la porte, une jeune fille qui passait souvent regarda la vitrine, vit la petite affiche pour la table et se décida à entrer. On l'accueillit comme on accueille un plat chaud. Elle s'assit, on lui servit un café, et quand elle s'en alla, c'était avec un tout petit carnet serré contre sa poitrine. On ne savait pas encore quelle page elle remplirait, mais la boutique, comme une étoile, continuait d'indiquer un chemin. Le bruit des verres qui s'échangent, les voix lointaines d'une rue en fête, la promesse d'un nouveau week-end remplirent le silence. La boutique, fidèle à elle-même, se remit à respirer, prête à accueillir d'autres histoires, d'autres mains, d'autres réparations. Le cœur de la maison battait lentement, avec la certitude que le geste de réparer, qu'il s'agisse d'un four, d'une nappe, d'un cœur, se renaîtrait chaque fois qu'on le poserait. Et, quelque part, vers la porte, une jeune fille qui passait souvent regarda la vitrine, vit la petite affiche pour la table et se décida à entrer. On l'accueillit comme on accueille un plat chaud. Elle s'assit, on lui servit un café, et quand elle s'en alla, c'était avec un tout petit carnet serré contre sa poitrine. On ne savait pas encore quelle page elle remplirait, mais la boutique, comme une étoile, continuait d'indiquer un chemin.